Salut. Je m'appelle Kyle, et ma mère m'a abandonné, handicapé et sans défense, seul dans les bois glacés. Imaginez-vous allongé dans le noir, abandonné par la seule personne qui est censée vous protéger. Mais voici le rebondissement, quelqu'un d'autre observait chaque seconde. Et ce qu'ils ont vu n'était que le début d'années de cruauté cachée, de mensonges, de souvenirs volés et d'une trahison familiale qui est plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de révéler qui était cet étranger mystérieux, et comment mon silence s'est finalement brisé, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Le ciel était barbouillé de gris et d'or déclinant, le genre de lumière qui donne à tout l'air plus froid qu'il ne l'est. J'étais assise sur le siège passager de la Jeep Cherokee de ma mère, enveloppée dans un cardigan plié, les doigts repliés sous mes cuisses pour me réchauffer. Elle n'avait pas allumé le chauffage, et je n'ai rien demandé. J'avais déjà appris à ne plus demander de réconfort. Elle serrait le volant, les jointures blanches, la mâchoire serrée de cette façon que je ne connaissais que trop bien, comme si elle mâchait une rancune qu'elle n'était pas prête à cracher. Je l'observais du coin de l'œil, attendant le moindre signe que ce voyage était plus que ce qu'il n'y paraissait. Où allons-nous encore, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air décontracté, comme si je ne m'attendais pas déjà à quelque chose de moche. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue sur la route. C'est une surprise, a-t-elle dit d'un ton plat. Fais-moi confiance. Ces deux mots sont restés coincés dans ma poitrine comme du chewing-gum froid, fais-moi confiance. Combien de fois avait-elle dit cela avant de briser quelque chose que je ne pouvais pas remplacer? Nous avons roulé en silence après la dernière station-service à la périphérie de Louisville. La réception cellulaire est morte avec le signal radio. Les arbres ont avalé la route. Mon corps a commencé à bourdonner, pas le bon genre, mais le genre anxieux, comme si mes nerfs essayaient de me prévenir avant que mon cerveau ne comprenne. Je n'avais pas réalisé que c'était la dernière fois que je m'assoirais dans cette voiture. Les pneus ont craqué sur le gravier lorsqu'elle s'est engagée sur un chemin de terre étroit, caché entre deux rangées d'arbres squelettiques. Pas de panneaux, pas de lumière, juste la nature sauvage. Elle a arrêté la voiture brusquement, la secousse me projetant en avant. Avant même que je puisse détacher ma ceinture de sécurité, elle était déjà sortie, contournant la voiture pour venir de mon côté. Elle a ouvert ma portière, s'est penchée, sans un mot, m'a tiré hors du siège. Qu'est-ce que tu... Maman? Mes jambes ont cédé, l'une d'elles se tordant sous le poids de mon propre corps. La douleur a irradié dans ma colonne vertébrale. Elle a jeté un sac de voyage sur la terre à côté de moi. Je reviendrai quand tu seras prête à arrêter de tout ramener à toi, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Quoi, ai-je croassé, essayant de me relever avec des bras tremblants. Tu ne peux pas me laisser ici. Mais elle l'avait déjà fait. Ses pas ont craqué sur le gravier jusqu'au côté conducteur. Le moteur a rugi. Les feux de freinage ont clignoté en rouge à travers les arbres comme des fusées éclairantes d'avertissement, puis ils ont disparu. Silence. Pas de téléphone. Pas de signal. Pas de fauteuil roulant. Juste mon sac, un morceau de sol forestier froid, et moi, à moitié boitant, à moitié rampant, regardant le crépuscule se fondre dans la nuit. J'aurais dû paniquer, mais quelque chose en moi s'est immobilisé. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau, mes doigts frôlant les plis doux d'un mouchoir en damas à vert, celui de ma sœur. La dernière chose qu'elle m'a donnée avant de déménager et de ne plus répondre aux appels. Je l'ai serré, non pas parce qu'il pouvait m'aider, mais parce que j'avais besoin de croire que quelqu'un s'était un jour suffisamment soucié de moi pour me laisser quelque chose. Le vent s'est levé, transportant l'odeur des feuilles humides et quelque chose de piquant, peut-être du pain, peut-être de la peur. J'ai scruté les alentours, des arbres comme des barreaux de prison, et juste devant, la silhouette sombre d'une structure en bois, un vieux mirador de chasse. Me traînant en avant, j'ai écorché mes paumes sur l'écorce et la terre. Mes jambes hurlaient à chaque centimètre, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Finalement, j'ai atteint la base du mirador. Je me suis blotti en dessous, la veste zippée, le sac servant d'oreiller. Mon souffle arrivait par petites saccades, embrumant l'air. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici, ai-je murmuré en regardant la plateforme vide au-dessus, encore une fois, plus à la nuit qu'à Dieu. Mes doigts se sont serrés autour du mouchoir. Puis, crac. Le craquement d'une brindille. Je me suis figé. Était-ce un animal? Le vent? Ou quelqu'un qui regardait? J'ai serré les lèvres et j'ai attendu,
le cœur battant si fort que j'ai pensé qu'il pourrait me trahir. Ce n'était pas la première fois qu'elle me laissait derrière elle, mais c'est la première fois que je pourrais ne pas revenir. L'air était devenu vif et immobile, le genre d'immobilité qui donnait l'impression que chaque respiration n'avait pas sa place. J'ai dû m'évanouir pendant un moment parce que lorsque j'ai ouvert les yeux, le dernier éclat de lumière s'était dissipé, remplacé par un ciel si sombre qu'il me pesait dessus. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruissement. Pas le bruissement des feuilles dans le vent, mais le poids de quelque chose, ou de quelqu'un, qui se déplaçait à proximité. Mon cœur s'est arrêté. J'ai retenu mon souffle. Puis un autre son. Une courbe tout étouffée, basse et humaine. C'est alors que j'ai su que je n'étais pas seul. J'ai tourné mon corps vers le bruit, la douleur criant dans mon côté. Mes mains étaient engourdies, mais j'ai utilisé mes coudes pour me traîner vers la lisière des arbres. Et puis je les ai vus. Des bottes. Pas des bottes de randonnée ou des baskets, des bottes en cuir usé avec des semelles épaisses et de la boue encroûtée sur les bords. Elles ne bougeaient pas. Juste là, debout dans l'obscurité, juste hors de portée du clair de lune. Bonjour. Ma voix s'est brisée, à peine plus forte qu'un murmure. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'a pas parlé. Pas un mot. Mais je l'ai vu s'avancer, grand, les épaules larges. Une capuche ombrageait son visage. Il s'est accroupi à côté de moi, a retiré son sac à dos et m'a tendu une bouteille d'eau à moitié vide. Pas de présentation. Pas de questions. Juste de l'eau, suivie d'un épais manteau en flanelle qu'il a drapé sur mes épaules comme s'il savait comment le froid s'était installé dans ma peau. J'ai redemandé, cette fois plus fort. Qui êtes-vous? Êtes-vous un chasseur? Que faites-vous ici? Rien. Il a gardé les yeux baissés, ne me regardant jamais, et a commencé à faire un petit feu avec des branches tombées. Ses mains travaillaient vite, avec aisance. Il a frappé le silex et, en quelques secondes, de petites flammes ont commencé à lécher les brindilles, projetant une douce lueur orange entre nous. La chaleur semblait irréelle. Toujours pas de mots. Il m'a tendu une barre granola, l'emballage légèrement déchiré. Je n'ai pas hésité. La faim était plus forte que la prudence. Il est resté avec moi pendant ce qui m'a semblé une heure, peut-être plus, mais n'a jamais parlé. Puis, aussi tranquillement qu'il était venu, il s'est levé, a tiré sa capuche plus serrée et a disparu dans les arbres. J'ai voulu l'appeler, lui demander de ne pas partir, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il ne s'est jamais retourné. Les flammes crépitaient à côté de moi, envoyant des scintillements de lumière sur les troncs d'arbres qui m'entouraient. Pour la première fois, les bois ressemblaient moins à une condamnation à mort et plus à une pause, comme si quelqu'un, quelque chose, retenait la nuit juste pendant un petit moment. Mais je savais que ça ne durerait pas. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans notre maison trop parfaite, avec ses planchers de bois franc polis et ses bougies hors de prix, ma mère se versait un verre de vin. Crésa était assise au comptoir de la cuisine, les ongles fraîchement manucurés, en train de faire défiler son téléphone. « Où est Kyle ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. Ma mère n'a pas bronché. Elle est encore partie. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Tu sais comment elle est. Son ton était décontracté, exercé, comme si elle commandait des plats à emporter, et non pas réécrivait la réalité d'un être humain. Crésa a gémi, ses doigts volant déjà sur l'écran. Je le savais. Elle gâche toujours tout. Et comme ça, le mensonge a été soigneusement intégré à l'histoire familiale. Personne ne l'a remis en question. Personne n'a appelé. Personne n'a vérifié. De retour dans les bois, je me suis rapproché du feu mourant, mon corps souffrait encore, mais la pire douleur venait de quelque chose de plus profond, de savoir que ma mère ne m'avait pas simplement laissé mourir de froid. Elle m'avait effacé. Pas physiquement, cela aurait été plus facile, mais avec une seule phrase, elle est partie. Elle a de nouveau fait de moi celle qui n'est pas fiable, la fille difficile, le problème. J'ai enroulé la flanelle plus serrée autour de moi et j'ai regardé les braises. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une question de survie. Je ne luttais pas seulement contre le froid ou la peur. Je luttais contre la version de moi qu'ils avaient créée, celle qu'ils nourrissaient au monde pour se sentir mieux. Le feu brûlait faiblement, mais quelque chose en moi avait commencé à vaciller aussi. Et je n'étais pas prête à le laisser mourir. Les oiseaux se sont réveillés en premier, leurs ailes ont battu dans les arbres au-dessus, appelant le matin avec des sifflements et des clics aigus. Je suis resté immobile sous le manteau que l'étranger avait laissé,
encore enveloppé dans des couches de silence, de fumée et de malaise. Le feu s'était éteint quelque temps avant l'aube, mais les braises étaient suffisamment chaudes pour me rappeler que j'étais en vie. Mes membres étaient endoloris d'être allongés sur le sol de la forêt, ma cheville palpitant d'une douleur sourde à chaque fois que je bougeais. L'homme n'était pas revenu. Je n'étais même pas sûr qu'il ait été réel. Mon estomac réclamait quelque chose de plus qu'une barre protéinée. J'ai pris une inspiration superficielle, agrippant la terre froide d'une main pour me redresser. C'est alors que mon esprit, affamé de réconfort, est revenu en arrière, à l'une des dernières fois où j'essayais encore d'appartenir. C'était le printemps. Ma mère avait organisé un dîner de famille, l'une de ces soirées obligatoires où tout le monde doit être là, qui ressemblait plus à un tribunal public qu'à un repas. Je me souviens du poulet rôti qui brûlait légèrement dans le four. La tension était déjà palpable lorsque je suis entré. Après le dessert, elle s'est tenue dans le salon et a brandi son sac à main comme un accessoire dans un feuilleton télévisé. 600 $, a-t-elle déclaré, disparu. Je n'ai pas compris pourquoi elle me regardait. Kyle, les as-tu pris? Sa voix n'était pas douce. Elle était forte, délibérée. Tout le monde s'est figé. Non, ai-je dit doucement. Bien sûr que non. Elle a ri alors, un rire froid et bref. C'est drôle, parce que personne d'autre n'a de raison de le faire. Tu as du retard sur tes factures, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne les avais pas pris. Alors qui? Elle a regardé autour d'elle comme une actrice jouant devant une caméra invisible. C'est toujours toi qui finis par être coupable, n'est-ce pas? Je voulais que quelqu'un intervienne. Peut-être mon cousin Jonah, que j'avais autrefois aidé à cacher son bulletin scolaire à tante Lucille. Mais il a évité mon regard. Même Kreza, ma sœur, fixait son téléphone comme si elle ne me connaissait pas. Ce soir-là, je suis allé dans ma chambre, le cœur battant, les poings serrés. Et c'est alors que je l'ai vue, Kreza, en train de glisser une épaisse enveloppe dans son sac en cuir. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement souri et est sortie de la maison comme si elle en était propriétaire. Je n'ai rien dit parce que cela n'avait pas d'importance. Ils avaient besoin que je sois l'échec, le bouc émissaire. Cela rendait leur reflet un peu plus facile à regarder dans le miroir. Ils aimaient le mensonge plus que la vérité. Cela permettait à la machine familiale de fonctionner. Et quand j'essayais de protester, je devenais trop sensible, trop dramatique, toujours la victime. Ce n'était pas la seule fois qu'ils transformaient mes propres mots en armes. Quelques mois plus tard, je suis rentré de la physiothérapie et j'ai trouvé mon vieux journal ouvert sur la table de la cuisine. Kreza le lisait à haute voix. Parfois, j'ai l'impression de crier dans le vide, et personne dans cette maison ne m'entend, a-t-elle dit d'une voix exagérée et chuchotante, comme une actrice tragique. Tout le monde a ri. Même oncle Barry, qui avait l'habitude de me donner des bonbons en douce pendant les parties de cartes. Kyle, la poète, a-t-il gloussé. Tellement dramatique. Je me souviens d'être resté là, figé. J'avais dessiné dans ce journal. Je m'y étais investi. Il n'était jamais destiné à leurs yeux, surtout pas à leur divertissement. Kreza a tourné une dernière page et a souri. Je veux juste que maman me voie aussi. Sa voix dégouille de moquerie. J'ai arraché le cahier de ses mains, mais le mal était fait. C'est la nuit où j'ai arrêté d'écrire. Maintenant, accroupi près des braises mourantes et de la terre, je pouvais encore entendre l'écho de leur rire. Comme il était facile pour eux de transformer ma vulnérabilité en leur sujet de plaisanterie. Ma sœur n'avait pas besoin de me frapper, ces mots faisaient plus mal. J'ai frotté le talon de ma paume contre ma tempe, repoussant le poids amer qui pesait sur mon crâne. La douleur n'était pas seulement physique. C'était le souvenir devenu solide. J'ai essayé de me lever, mais j'ai crié à cause de la douleur fulgurante dans ma cheville. J'ai attrapé une grosse branche à proximité, l'utilisant comme une canne de fortune. Chaque pas que je faisais maintenant ressemblait à une pénitence, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce qu'ils disaient que j'avais fait. Je ne me suis pas enfui, ai-je murmuré aux arbres. J'ai été jeté. Et pourtant, j'étais toujours là. D'une manière ou d'une autre, contre leur volonté, je respirais encore. Une bouffée de vent s'est levée, faisant bruisser les feuilles sèches dans les sous-bois. Je me suis tourné lentement, gardant mon poids hors du pied blessé. C'est alors que je l'ai vu. Quelque chose était coincé sous les racines exposées d'un chêne. Je me suis dirigé vers lui en boitant. Un morceau de papier, plié net sur les bords,
comme s'il avait été placé, pas soufflé. Mes doigts tremblaient lorsque je les ramassais. Une écriture, mon écriture. Une page de ce journal dont ils se sont tous moqués. Mais celle-ci, cette page n'avait jamais quitté ma chambre. Elle n'était pas brûlée. Elle n'était pas déchirée. Elle était préservée. J'ai parcouru les lignes que j'avais écrites il y a des années, le cœur battant avec un étrange mélange d'appréhension et d'émerveillement. Quelqu'un avait lu. Quelqu'un qui n'aurait pas dû y avoir accès, à moins qu'il n'ait observé depuis plus longtemps que je ne le pensais. Le feu s'était éteint depuis longtemps, juste un doux cercle de cendres maintenant, mais je ne pouvais pas m'empêcher de fixer la page dans ma main. Ce n'était pas n'importe quelle page. C'était un croquis que j'avais fait quand j'avais 15 ans, un saule pleureur penché vers la berge d'un ruisseau, comme s'il était fatigué de se tenir debout. Je me souvenais de ce dessin. Je l'avais glissé entre les pages de mon journal le soir où maman m'avait crié dessus parce que je pleurais pendant un orage, disant que j'étais dramatique. Ce même soir, j'avais dessiné l'arbre au lieu de riposter. Mais quelqu'un l'avait trouvé. Quelqu'un l'avait apporté ici. Parce que maintenant, écrit au dos, d'une écriture qui n'était pas la mienne, il y avait 6 mots discrets, tu méritais mieux. Continue à marcher. Je n'ai pas pleuré de peur cette fois. Ce n'était pas le désespoir que j'avais ressenti la nuit où elle m'avait laissé. C'était autre chose, quelque chose d'aigu et de doux à la fois. Peut-être était-ce le sentiment que je n'étais pas complètement seul. J'ai glissé la page dans mon manteau et je me suis levé, m'appuyant lourdement sur une branche que j'utilisais comme béquille de fortune. Le soleil filtrait à travers les branches maintenant, projetant une lumière oblique sur le sol givré. Je me suis déplacé lentement, me laissant guider par l'instinct. Et c'est alors que je les ai remarqués, de petits fragments de papier, saupoudrant les sous-bois comme des cendres d'un feu de joie. Je les ai suivis. Certains n'étaient guère plus que des cendres, se recroquevillant vers l'intérieur comme des pétales blessés. Mais d'autres que j'ai reconnus. Des pages de mon journal, déchirées, brûlées, dispersées délibérément, comme si quelqu'un avait essayé de les détruire, puis avait changé d'avis. Mon nom était encore visible sur quelques coins. L'une d'elles avait le contour d'une fleur que je griffonnais à côté de chaque entrée. Et puis il y en a une qui m'a figé. Intacte. Entière. Elle était pliée soigneusement sur le sol humide près de la base d'une souche moussue. Je l'ai ramassée avec des doigts tremblants. C'était mon écriture, mais je n'avais pas vu cette lettre depuis plus de 20 ans. Une lettre que je m'étais écrite quand j'avais 12 ans. Je l'avais cachée dans le grenier, entre 2 planches de plancher détachées. Ma promesse secrète à mon futur moi que les choses iraient mieux. Tu n'es pas invisible, y lisait-on dans mon écriture inégale d'élève de collège. Tu comptes, même si personne ne le dit. Je me suis assise sur la souche, serrant la page. Qui aurait pu la trouver? Qui saurait la porter ici, maintenant? Quelqu'un laissait une trace, non pas pour me blesser, mais pour me rappeler que j'existais encore en dehors de leur histoire. J'ai pressé le papier contre ma poitrine, murmurant les mots comme une incantation. Je ne suis pas invisible. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué un chemin étroit serpentant à travers les bois, en partie recouvert de feuilles mortes et de branches cassées. Quelque chose me disait de le suivre. Et je l'ai fait, boitant lentement, grimaçant à chaque pas. Environ 400 mètres plus loin, je l'ai vu, un ancien poste de garde forestier, à moitié englouti par les vignes et au toit affaissé. La porte était décrochée de ses gonds. À l'intérieur, il y avait de la poussière et de la pourriture humide, mais contre un mur se trouvait une caisse, et dessus, un ordinateur portable, vieux, rayé, mais alimenté grâce à un chargeur solaire branché à la fenêtre. L'écran était encore allumé. Je suis entré, prudente. L'air sentait le moisi et le pin. Sur l'écran, un tableau de bord de blog était ouvert. J'ai cligné des yeux. Mon nom était tapé dans la barre de recherche. Des messages remplissaient le fil d'actualité, anonymes, mais étrangement familiers. Elle n'a jamais été faible, ils avaient juste besoin qu'elle le soit. Ils l'ont traité de dramatique quand elle a dit la vérité. Chaque message était daté. L'un d'il y a 6 mois, un autre de novembre dernier. Et chacun d'eux savait des choses que je n'avais jamais dites à voix haute, mais que j'avais écrites, une fois, dans mon journal. J'ai senti mon souffle se couper. Quelqu'un avait regardé bien avant que je ne sois abandonné ici. Quelqu'un avait lu mes mots, et il ne se moquait pas de moi. Il me documentait, me défendait. Une entrée disait, si personne n'écoute son histoire, je le ferai.
Je me souviendrai de chaque page qu'ils ont essayé de brûler. Mon esprit s'est emballé. J'ai pensé au garçon calme qui avait l'habitude de faire du bénévolat à la bibliothèque du lycée avec moi. Il me posait toujours des questions sur la poésie. Il ne riait jamais quand je lui disais que j'aimais dessiner des arbres. Je n'ai jamais connu son nom. Était-ce lui? Était-il l'ombre que j'avais vue près du feu? L'air a changé. Je me suis tourné vers la fenêtre cassée. Des empreintes de bottes, fraîches et profondes, menaient vers le ruisseau qui traversait les bois. Elles n'étaient pas les miennes. Je suis ressorti, le cœur battant. De l'autre côté de la clairière, juste au-delà de la lisière des arbres, quelque chose a bougé. Une silhouette, qui regardait. Je n'ai pas ressenti de peur. Pas cette fois. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Non pas pour m'éloigner de l'inconnu, mais pour m'en approcher. Parce que qui que ce soit, il m'avait vu. Pas la version que ma famille avait créée, pas la sœur instable boule fardeau. Moi. J'ai serré la vieille lettre plus fort, la laissant me rappeler que je n'étais plus invisible. Je n'ai pas attendu. J'ai bougé, la page avec l'écriture griffonnée toujours serrée dans ma main. J'ai suivi l'endroit où l'ombre avait disparu, descendant une pente encombrée de feuilles, à travers des arbres qui semblaient plus vieux que le temps. Chaque pas brûlait, mais j'ai accueilli la douleur. La douleur était la seule chose qui me disait encore que j'étais en vie. La forêt s'est éclaircie progressivement, le ciel s'ouvrant sur une lumière brumeuse de fin d'après-midi. Les oiseaux chantaient quelque part au-dessus, leurs chants aigus et indifférents. Et puis, presque sans m'en rendre compte, j'ai vu du pavé. De l'asphalte fissuré, usé par le soleil et parsemé d'aiguilles de pin. La civilisation. J'ai titubé vers elle comme un fantôme sorti d'une fable oubliée, traînant mon pied droit en boitant le long de la route. Des signes de vie sont apparus, une clôture, une boîte aux lettres, une station-service avec une lumière néon clignotante. Et puis, juste devant, un petit restaurant de ville. Une lumière chaude brillait à l'intérieur. Des gens étaient assis dans des cabines, des couverts tintaient, des rires se répandaient sur le trottoir. Et c'est alors que je les ai vus. Mon souffle s'est coupé. Vraiment coupé, comme si on m'avait donné un coup de poing dans les poumons. Là, dans une cabine près de la fenêtre, était assise ma mère, les cheveux parfaits, les ongles brillants autour d'un verre de vin. À côté d'elle se trouvait mon beau-père, riant en partageant une blague avec mon frère et Créza, qui a rejeté la tête en arrière, riant comme si elle n'avait pas simplement signé mon silence. Ils partageaient des frites. Ils partageaient des frites, comme si je n'existais pas. Comme s'ils ne m'avaient pas laissé mourir dans les bois il y a 2 nuits. Je me suis tenu figé à l'extérieur de la vitre. Je ne pouvais pas les entendre, mais je n'en avais pas besoin. Leur langage corporel parlait suffisamment fort, épaules détendues, yeux illuminés. Ma mère a pris une autre bouchée, mon frère a fait défiler son téléphone. Personne n'avait l'air le moins du monde secoué. Pas un seul regard inquiet autour du restaurant. Aucun signe de chagrin, de panique, ni même d'un texto manqué. Ils n'avaient pas signalé ma disparition. Ils ne pensaient pas que j'étais perdu. Ils avaient l'intention de me laisser. Je n'étais pas quelqu'un qu'ils recherchaient. J'étais une erreur qu'ils avaient corrigée. Et juste au moment où je pensais que j'allais me briser en 1000 morceaux sur le trottoir, je l'ai vue. River. Ma jeune cousine. Celle qui avait l'habitude de me tresser les cheveux le samedi et de s'asseoir à côté de moi au dîner de famille quand personne d'autre ne le faisait. Ses épaules étaient tendues. Elle ne riait pas. Ses yeux ont croisé les miens à travers la vitre, et pendant une seconde, le bruit a disparu. Tout est devenu flou sauf son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je suis désolé, a-t-elle articulé lentement, clairement, 2 fois. Mon cœur a battu douloureusement. Je me suis souvenu maintenant. Il y a des semaines, elle était entrée dans le salon pendant que ma mère et Créza chuchotaient dans la cuisine. Elle s'était arrêtée, avait hésité. Elle avait entendu quelque chose. Elle avait su. River avait su que quelque chose n'allait pas. Elle avait vu le plan se former. Elle ne savait peut-être pas jusqu'où ils iraient, mais elle en avait assez entendu. Et elle n'a rien dit. Je me suis détourné avant que mes genoux ne cèdent. Je n'ai pas pleuré. Mon corps était trop déshydraté pour les larmes. J'ai simplement passé devant le restaurant, les voitures garées, le panneau clignotant de la station-service. Les lumières de la ville ont commencé à s'estomper derrière moi, les ombres se sont allongées.
J'ai trouvé un vieil abribus à quelques pâtés de maison, vide, avec un banc cassé et une poubelle rouillée débordant d'emballages de plats à emporter. Je me suis assise au bord du banc et je me suis laissé tomber en arrière. Je me fichais que le bois se brise ou que je sente le sol d'une station-service. J'ai regardé droit vers le ciel pâle et j'ai murmuré, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais disparaître. Les laisser gagner. Les laisser réécrire la fin comme ils le veulent. Mais je n'ai pas bougé. Pas pendant 1 heure, peut-être plus. J'ai pensé à la page du journal, à la trace de cendre, au message que j'avais trouvé sur le blog. Quelqu'un avait regardé. Quelqu'un avait suivi mes mots, ma douleur, et avait choisi de les garder, pas de les effacer. Cette pensée s'est à peine accrochée à moi alors que le sommeil commençait à me tirer vers le bas. Pas le genre de sommeil doux, mais celui qui suit une défaite complète. Et puis quelque chose a frôlé mon épaule. J'ai ouvert les yeux. Un chauffeur de bus, la cinquantaine, les yeux gentils, l'uniforme usé, se tenait à côté de moi, tendant une couverture de laine. Il n'a pas posé de questions. « Ça va, ma chérie ?» a-t-il dit doucement. Je ne pouvais pas parler, mais je l'ai laissé draper la couverture sur moi, la rentrant sous mon menton. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce plus petit acte de bienveillance, quelque chose s'est réveillé. Ce n'était pas du pardon. C'était de la survie. Je n'étais pas encore parti. Je ne lui ai pas répondu, mais quand la couverture a touché ma peau, je me suis souvenu de la sensation de chaleur. Le chauffeur de bus n'a jamais posé d'autres questions. Il a simplement hoché la tête une fois, a serré la couverture plus fort autour de mes épaules et est retourné à son siège. Je suis resté là jusqu'à ce que l'aube se glisse à travers les parois de verre de la station, projetant le monde dans une lumière grise. J'aurais pu rester là plus longtemps, peut-être pour toujours, mais quelque chose en moi s'était réveillé la nuit dernière, et ce n'était pas parti. Il m'avait indiqué un refuge pour femmes, à seulement un pâté de maison. J'y suis allé en traînant les pieds au lever du soleil, traînant la couverture comme un enfant avec un jouet perdu. La femme à l'accueil m'a offert du porridge et une douche. J'ai pris les deux en silence. Je n'ai pas donné mon vrai nom. Je n'étais pas prête pour le poids de Kyle à nouveau. Pas encore. En milieu de matinée, je marchais dans une ville que je ne reconnaissais pas. Les bâtiments étaient pittoresques, des devantures de magasins lambrissés, des panneaux délavés, des jardinières débordant de chrysanthèmes. Je ne savais pas où j'étais, et cela n'avait pas d'importance. Mes pieds me portaient comme s'ils savaient mieux que moi. J'ai passé un café, un magasin d'aubaine, puis un étroit bâtiment en briques avec de hautes fenêtres et une enseigne peinte à la main, le signait. Quelque chose à son sujet m'a fait m'arrêter. Je suis entré. L'odeur a frappé en premier, vieux papier, cuir usé, poussière étang. Cela sentait les moments calmes de mon enfance. Un homme âgé derrière le comptoir a levé les yeux de ses mots croisés. « Il fait froid dehors », a-t-il dit gentiment, sa voix comme une couverture usée. J'ai hoché la tête. Je regarde juste. Il a plissé les yeux. « Tu es Kyle, n'est-ce pas ?» Mon sang s'est glacé. « Je suis désolé », ai-je dit, trop vite. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais il se dirigeait déjà vers l'arrière-boutique. « Votre père, » a-t-il dit par-dessus son épaule, m'a demandé de vous donner quelque chose si jamais vous passiez par là. J'ai voulu courir. Ma poitrine me faisait mal, mes pieds me démangeaient de me retourner et de filer, mais quelque chose m'a enraciné là. L'homme est revenu, tenant un colis usé enveloppé dans du papier brun et attaché avec une ficelle effilochée. Il a apporté ceci juste avant. Il n'a pas terminé. Il n'en avait pas besoin. J'ai pris le paquet avec des mains tremblantes. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture que je n'avais jamais vue en personne, à Kyle, pour quand tu seras prête. Je l'ai ouvert juste là, devant le comptoir. À l'intérieur se trouvait un journal, le cuir craquelé et doux avec l'âge. Je me suis assise sur un banc sous la fenêtre, le berçant sur mes genoux. La première page était une lettre. Kyle, si tu lis ceci, alors j'espère que tu as retrouvé le chemin de toi-même. Ils m'ont tellement pris. J'ai essayé de me battre. J'ai essayé de te joindre. J'espère que c'est ainsi que je le fais enfin. J'ai feuilleté les pages, des dizaines. Son écriture, inclinée et agitée. Des lettres pour moi. Des messages d'anniversaire. Des pensées. Des croquis d'un saule pleureur que j'aimais. Il avait essayé de me contacter pendant des années.
Il y avait des transcriptions d'audience, des enregistrements d'appels bloqués. Une entrée, elle m'est cachée, sa mère dit qu'elle n'est pas prête. Mais Kyle mérite mieux que le silence. Des larmes sont tombées sur les pages, faisant couler l'encre. Dans le coin le plus éloigné du magasin, je me suis blotti avec ce journal comme si c'était la seule chose solide qui restait. J'ai lu chaque mot. Je m'y suis accroché. Cet homme, mon père, m'avait vu. Peut-être jamais en personne, mais en esprit. Il n'avait jamais cessé de chercher. Je suis resté là pendant des heures. Le vendeur ne m'a pas pressé. Quand je me suis finalement levé, je me sentais différente. Toujours meurtrie, toujours en colère, mais moins seule. Il y avait quelque chose de sacré à savoir que j'avais été aimé par quelqu'un qui n'avait jamais eu la chance de le dire à voix haute. Quelqu'un qui avait essayé, même quand personne ne le croyait. Même quand ma mère l'avait fait disparaître de l'histoire. Je suis sorti dans la rue, le journal serré contre ma poitrine comme un secret. En face de la librairie, j'ai repéré un petit café. Mon estomac gargouillait, mais ce n'était pas seulement la faim. C'était un besoin. Cette fois, je suis entré. J'ai commandé une tasse de thé, je me suis assise près de la fenêtre, j'ai sorti le petit bloc-notes que j'avais volé au refuge et j'ai écrit 3 mots, recommencer. Se souvenir. 2 semaines plus tard, je suis descendu d'un train régional juste à l'extérieur de Seattle, portant un manteau de friperie, une écharpe dépareillée et un nom que personne ne m'avait jamais donné auparavant. J'ai loué un petit studio en périphérie avec le peu que j'avais économisé en travaillant à temps partiel dans une imprimerie de la petite ville de Washington. Je n'ai parlé à personne de mon passé. Je parlais à peine. Mais chaque soir, je peignais. Et chaque matin, je regardais la toile et je me disais, pas encore. Pas avant que l'histoire ne soit prête. Maintenant, elle l'était. J'avais soumis l'œuvre sous le nom de MKH49 à la Curated Anonymous Gallery for Emerging Artists. Je me fichais de la vendre. Je me souciais de ce qu'elle disait. Parce que la toile parlait plus fort que je ne l'avais jamais fait. C'était une fille derrière une paroi de verre, les mains à plat, la bouche ouverte dans un cri que personne ne pouvait entendre. Le nom de l'œuvre, La chambre oubliée. Je me tenais au fond de la galerie, les bras croisés, caché derrière un poteau d'affiches promotionnelles. Mes cheveux étaient plus longs, ma démarche moins boiteuse. Personne ne m'a regardé à 2 fois, jusqu'à ce qu'elles entrent. Kreza, des talons trop hauts pour quelqu'un qui essayait d'avoir l'air détendu. Maman, enveloppée dans l'un de ses châles ivoires, le genre qu'elle portait aux réunions de parents d'élèves et aux audiences du tribunal, selon l'image dont elle avait besoin ce jour-là. Elles ne m'ont pas vu, mais je les ai vues. Et j'ai attendu. Elles ont fait leur tour, riant des œuvres abstraites, chuchotant à propos d'artistes qu'elles ne connaissaient pas, jugeant comme elles le faisaient toujours. Puis elles se sont arrêtées devant ma peinture. Kreza a incliné la tête. Bizarre, ça me semble familier. Maman a ricané sans s'arrêter. Ces artistes tristes, ils pensent que le silence est un trait de personnalité. Sa voix résonnait plus fort dans mes oreilles que dans la pièce parce que c'était la même cadence qu'elle avait utilisée la nuit où elle m'avait sorti de cette voiture. Mais cette fois, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. L'hôte de la galerie s'est approché du microphone. Merci à tous d'être venus à l'exposition Emerging Voices de cette année, a-t-il dit. Ce soir, nous allons révéler les noms des artistes derrière chaque œuvre anonyme. Mes doigts se sont serrés autour du mouchoir en papier froissé dans ma main. L'hôte a continué, se dirigeant vers chaque œuvre. Des applaudissements ont suivi chaque nom. Puis il s'est arrêté devant la mienne. Et ceci, a-t-il dit, est La chambre oubliée, de Kyle Nalverson. Il y a eu un silence si épais que l'air a semblé se solidifier. Puis un bruit aigu, du verre heurtant le sol. Le pied du verre à vin de Kreza a roulé vers un mur voisin. La bouche de maman est restée ouverte, des mots se formant mais n'arrivant jamais. Je suis sorti de l'ombre. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Tu m'as dit que personne n'écouterait jamais mon histoire, ai-je dit. Ce soir, ils l'ont regardé pendant 20 minutes, et aucun d'eux n'a détourné le regard. Des murmures ont parcouru la pièce. Personne n'a bougé. Les yeux de Kreza se sont fixés sur les miens, non plus perçants, maintenant, suppliants. Les joues de maman ont rougi, non pas d'embarras, mais de rage. Parce que j'avais brisé le scénario. J'avais parlé sans sa permission. Mais je ne suis pas resté pour entendre sa réponse.
Je me suis retourné et je suis sorti, mes bottes tapant doucement contre le sol poli, pas à pas, jusqu'à ce que les portes se ferment derrière moi. Il avait commencé à neiger, des flocons lents et lourds qui s'accrochaient à mon manteau. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de me cacher. Je ne courais pas non plus. Je m'étais tenu immobile, j'avais dit la vérité, j'avais laissé une marque. Certaines histoires n'ont pas besoin de crier, elles ont juste besoin d'être vues. Je suis revenu dans ma petite chambre louée avec l'intention de disparaître à nouveau. Pas d'appel téléphonique, pas de suivi de la galerie, pas de seconde chance pour les gens qui m'avaient déjà rayé de leur vie. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je suis tombé sur la chaise près de la fenêtre, pensant que c'était fini. J'avais raconté mon histoire de la seule façon que je connaissais, sans nom, sans confrontation, sans cri. Mais le monde a une façon de répondre quand on cesse de demander la permission. Le premier email est arrivé vers 7 heures du matin. Objet, merci d'avoir peint ce que je ne pouvais pas dire. Puis un autre. Et un autre. Une thérapeute de San Diego a demandé si elle pouvait présenter mon œuvre lors d'une collecte de fonds pour les traumatismes. Un avocat de Portland a écrit, si jamais vous avez besoin d'un avocat, pro bono, bien sûr, dites-le. Mais ce n'était pas seulement des professionnels. C'étaient des étudiants, des mères, des personnes qui avaient été réduites au silence par quelqu'un en qui elles avaient confiance. Êtes-vous là, Kyle? Je ne leur ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fait défiler. Et puis, le TikTok. Quelqu'un avait filmé la révélation. Le clip durait à peine 1 minute, ma peinture, mon nom lu à voix haute, le silence qui s'est abattu, le verre à vin qui s'est brisé. Il a été mis en ligne avec une légende qui disait, une fille peint son traumatisme, sa famille regarde sans le savoir. En 48 heures, il a dépassé 1,8 million de vues. Les commentaires s'accumulaient en dessous. Elle n'a pas peint ça, elle l'a saigné. Sa mère est restée là et a ri. Dégoûtant. C'est pourquoi nous croyons ceux qui sont silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé fixement. Et puis les emails ont changé. Un journaliste du Seattle Ledger. Un ancien professeur d'art. Mon ancien conseiller d'orientation du lycée. Mais celui qui m'a glacé le sang est venu de quelqu'un d'inattendu. Vous devez savoir que les services de protection de l'enfance viennent de rouvrir un dossier. Vous pourriez être contacté. Une photo numérisée était jointe, moi, 12 ans, les bras croisés au bout d'un couloir d'école. Je me souvenais de ce jour. Ma mère m'avait accusé de sécher les cours. Ce n'était pas le cas. J'attendais que l'infirmière m'autorise à retourner au gymnase. Apparemment, quelqu'un m'observait déjà à l'époque. Mes mains tremblaient lorsque j'ai fouillé au fond de mon tiroir et que j'ai sorti un vieil appareil, mon iPod du lycée, rafistolé avec du ruban adhésif et à moitié mort. Je l'ai chargé pendant la nuit. Une fois que je l'ai fait fonctionner, j'ai parcouru les mémos vocaux et je l'ai trouvé. 14 avril, véranda. J'ai appuyé sur lecture. Tu n'es plus à moi. Tu es juste, attends, tu penses que tu comptes? Personne ne s'est jamais soucié de toi. Sa voix, celle de ma mère, brute, non filtrée. Je l'avais enregistrée sans m'en rendre compte, probablement en essayant d'enregistrer une chanson. Mais je l'avais gardée. Par peur? Comme preuve? Ou juste par habitude? Je l'ai publiée. Pas de légende. Pas de tag. Juste un fond noir et la date. Le soir, ma boîte de réception débordait. Et puis on a frappé à la porte. Je pensais que ce serait peut-être River, ma cousine, ou même ma sœur, le visage plein de rage. Au lieu de cela, un homme avec des lunettes à monture métallique et un badge de presse s'est présenté. Seattle Ledger, a-t-il dit. Puis-je vous poser des questions sur la chambre oubliée? J'ai fermé la porte doucement. Ma sœur a appelé le lendemain. Sa voix était aiguë comme toujours, mais derrière elle, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel, de la panique. Tu n'avais pas le droit, Kyle. Personne ne sait ce que maman traversait. Elle me traversait, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, la galerie a mis à jour ses réseaux sociaux. Sous l'image de ma peinture, ils ont publié « Nous sommes solidaires des survivants ». La chambre oubliée sera désormais exposée en permanence dans notre branche de Seattle Sud. Je ne l'ai pas repartagée. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, assise près de ma fenêtre, regardant les derniers vestiges de l'hiver disparaître des toits,
j'ai senti quelque chose changer. Non pas en moi, mais dans l'air autour de moi. Le froid qui s'installait comme une pierre sur ma poitrine avait bougé. Il était temps maintenant. Ma mère, ma sœur, les gens qui avaient bâti leur confort sur mon silence. Et puis un autre coup à la porte. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Sur le porche se trouvait une fille, peut-être 15 ans, mince, maladroite, les cheveux attachés trop serrés. Elle avait l'air terrifiée. « J'ai vu votre peinture », a-t-elle murmuré. Ma mère, elle dit des choses comme ça aussi. Je ne lui ai pas demandé son nom. Je ne lui ai pas demandé si elle avait besoin d'aide. J'ai juste ouvert la porte un peu plus grand et j'ai reculé pour qu'elle puisse entrer dans la lumière. J'avais passé toute la matinée les mains dans l'argile. C'était calme dans le petit studio loué au-dessus de la boulangerie, juste le ronronnement du ventilateur et le craquement occasionnel du vieux bois. J'aimais ça comme ça. Le silence était maintenant comme quelque chose que j'avais gagné, pas quelque chose qui m'étouffait. Le four sifflait doucement, scellant ce que j'avais créé, un phénix, blanc porcelaine, une aile cassée, perché sur une branche carbonisée. Je ne l'ai pas sculpté pour qu'il soit beau. Je l'ai sculpté pour qu'il soit réel. Je l'ai glacé avec de la cendre de la forêt, j'ai scellé la fracture en or. Cette petite fissure, je l'ai laissée visible exprès. Quand je l'ai placée à côté de la chambre oubliée dans l'aile nouvellement dédiée de la galerie, j'ai ajouté une seule ligne sous l'étiquette, tout ce qui est brisé ne reste pas brisé. Plus tard dans l'après-midi, en me promenant dans une friperie sans autre raison que l'habitude, mes doigts ont frôlé quelque chose de familier, un oiseau en porcelaine, du même type que celui que maman avait brisé la nuit où elle m'avait accusé de voler. Je l'ai tenu, léger comme un souffle, et pendant une seconde, l'ancienne douleur s'est réveillée, mais ne s'est pas installée. Je l'ai remis. Je n'en avais pas besoin. Je n'en voulais pas. Certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées, elles ont juste besoin d'être laissées aller. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes emails sans rien attendre. Ce que j'ai trouvé était court, venant d'elle. Objet, ça suffit. Le corps du message disait, arrête d'humilier cette famille. Tu déformes les souvenirs. Pas de je suis désolé. Pas de tu vas bien. Juste la même déviation qu'elle utilisait toujours quand la vérité frappait trop fort. Cette fois, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas répondu. Son silence me brisait autrefois. Maintenant, le mien me protège. J'ai fermé l'email et j'en ai ouvert un autre. Il provenait d'une association à but non lucratif de l'Oregon qui organisait des guérisons par les arts. Ils avaient vu mon travail. Ils m'ont offert la possibilité d'animer un groupe pour enfants, des enfants qui avaient survécu à des foyers comme le mien. Je n'ai pas hésité. 3 semaines plus tard, je me tenais dans un modeste centre communautaire à Eugène. 15 enfants étaient assis devant moi, certains les yeux grands ouverts, d'autres évitant tout contact visuel. Une fille, peut-être 7 ans, dessinait une petite maison tordue. Je me suis agenouillé à côté d'elle. « C'est là que tu habites ?» ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête. C'est moi, caché derrière le réfrigérateur. L'air s'est coincé dans ma gorge, mais je n'ai pas laissé les larmes monter. Je lui ai tendu un autre pinceau. À quoi cela ressemblerait si tu sortais? Elle a regardé le côté blanc de la page, puis a trempé son pinceau dans du jaune. Elle a peint un soleil, maladroit et brillant. Ce soir-là, j'ai quitté le centre alors que le crépuscule drapait la rue d'une douce lavande. Mon téléphone a vibré. C'était un email de mon ancienne assistante sociale à Seattle. Objet, tu as réussi. Elle a écrit, je viens de voir l'article du Seattle Ledger. J'ai toujours su que tu te relèverais. Merci de ne jamais les avoir laissés te définir. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je m'en fichais, mais parce qu'il n'y avait rien à ajouter. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai levé les yeux. Le ciel était plus bleu qu'il ne l'avait été depuis des semaines, l'air plus léger dans mes poumons. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré sans permission. Parfois, les personnes qui nous réduisent le plus au silence sont celles qui sont censées nous aimer le plus fort. Le parcours de Kyle nous rappelle que la guérison ne commence pas toujours par des excuses. Elle commence au moment où nous cessons d'en attendre une. Avez-vous déjà dû vous éloigner pour protéger votre propre paix? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui touchent près de chez vous.